Mathias Boutier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, le plus gros effet waouh que vous ayez eu de votre vie, l'enfance, l'adolescence, peu importe, un jour vous êtes arrivé dans un bâtiment ou une ville et vous avez fait simplement waouh, c'était quand? C'était où? Alors je dirais que c'est pas un bâtiment, mais c'est plutôt une ville. Et c'est la ville de Matera, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Cette ville, en dehors du fait qu'elle soit exceptionnellement belle, elle est exceptionnelle à trois égards. Le premier égard, c'est qu'il y fait très chaud à Matera et les civilisations qui sont succédées ont récupéré les grottes pour y habiter, puisqu'il y fait plus frais. Donc c'est beaucoup d'habitats troglodytes. Et quand il a fallu augmenter la taille de la ville, ils ont creusé de nouvelles grottes et ont réutilisé le calcaire creusé pour faire de nouvelles maisons au-dessus des grottes. Donc c'est vraiment un cas de réemploi exceptionnel. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'eau en fait là-bas, puisque c'est du calcaire, donc pas de nappe phréatique. Et ils ont fait tout un système de récupération d'eau de pluie sur les toitures. Ils ont creusé des citernes au milieu de la ville pour récupérer et se servir, être autonome en eau de pluie. Et enfin, c'est une ville donc calcaire, donc toute blanche. Comme il y fait très chaud, ça réfléchit le soleil et c'est pas noir comme nos villes. Donc c'est vraiment un exemple de ce que doit être la construction aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, enfin j'espère aussi sur le vôtre, Mathias Boutier en direct de Station F. On voit toute la vie de Station F qui vit derrière. Donc fondateur du site BAM, Because Architecture Matters avec un accent parfait, traduction en parfait français aussi, parce que l'architecture ça compte. Pourquoi ça a compté pour vous, Mathias Boutier, il y a 8 ans? Pourquoi vous vous êtes dit tiens, je vais me lancer dans ce challenge entrepreneurial? Alors en fait, il y a 8 ans, on a fait un constat, c'est que des bâtiments qui avaient de grosses tailles, de grosses envergures, manquaient parfois de belle architecture. Et donc on s'est dit qu'il y a une procédure qui est vraiment géniale, c'est la procédure de concours d'architecture qui est vachement utilisée dans le public, mais très peu dans le privé. Et donc on est parti sur ce constat-là et on a créé BAM, donc la première chose qu'on faisait, c'était créer des concours d'architecture internationaux pour des projets d'envergure. Donc, c'est des projets entre 10 et 100 millions d'euros avec des chais viticoles, des hôtels, des lieux d'innovation. Et de fil en aiguille, on pousse en fait nos clients et les archis à créer de l'architecture écologique et vraiment faire en sorte que les bâtiments consomment le moins de carbone possible à leur construction et à leur exploitation. Voilà. On, Et on- on reparlera de l'écologie, de RSE, etc. Tout à l'heure, mais est-ce que le monde des architectes, donc là vous l'avez dit, donc appliqué donc, à la sphère privée, est-ce que c'est un monde facile à intégrer? Est-ce que vous créez BAM, vous devez créer donc cet espace de mise en relation, ces concours que vous avez décrits? Est-ce que les architectes sont des gens qui ont l'oreille facile, quoi? Ou alors est-ce que c'est une culture à laquelle on doit se familiariser longuement? alors, oui, effectivement, les architectes, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées chez les architectes. Là où j'ai eu de la chance, c'est que mon associé, moi-même ne suis pas architecte, mais mon associé est architecte. Et donc, en fait, on a su très vite leur parler et surtout comprendre de quoi ils avaient besoin. C'est-à-dire que c'était en 2015, sortie de crise, il n'y avait pas du boulot pour tout le monde et notamment pour les architectes. Donc, c'était un vrai besoin à ce moment-là de trouver de nouveaux clients, de trouver de nouveaux marchés. Et je crois qu'on a su leur parler grâce à ça. Trouver de nouveaux marchés, et puis pour vous et pour eux aussi, et surtout pour eux montrer sa patte, parce que les archis, il y en a beaucoup, mais peu sont les gens nouvelles de demain, si je puis dire. Ça résonne un peu comme ça. Alors oui, Jean Nouvel, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg. Ouais. C'est celui que tout le monde connaît, mais il y a plein d'architectes, jeunes ou moins jeunes, qui font de très belles choses. Et puis surtout, en France, j'ai l'impression qu'il y a un très bon niveau d'archi avec de super bâtiments et qui sont assez connus à l'international. Alors aujourd'hui, donc, plus que jamais, on reparlera des architectes connus et pour lesquels, Mathias Boutier, vous avez peut-être des coups de cœur, des gens avec qui vous avez travaillé, mais plus que jamais, l'architecte aujourd'hui est au cœur des grandes tendances sociétales, des enjeux. Vous avez dit l'écologie, le RSE, ça rejoint aussi la première question que je vous ai posée sur cette ville troglodyte qui a su renouveler la ville tout en se servant des atouts qui existent déjà depuis la nuit des temps. Donc tout ça est très cohérent, mais l'urbanisme, la ville de demain, les enjeux climatique, l'architecte, c'est un métier d'utilité publique, plus que jamais. Absolument, surtout avec cette crise du climat, c'est-à-dire que
Pour donner deux chiffres rapidement qui parlent énormément, c'est que la construction, le monde de la construction, le secteur de la construction, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. L'architecte, s'il conçoit bien un bâtiment, peut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre lors de la construction du bâtiment. Ça veut dire que les architectes, qui représentent à peu près 30 000 personnes en France, donc même pas 1% de la population française, ont un impact, s'ils prennent je dirais, la problématique à bras-le-corps, ont un impact monstrueux sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on se rapproche de la stratégie nationale bas carbone, etc. Est-ce que vous diriez que les planètes s'alignent? Parce que vous parliez tout à l'heure du fait que les architectes, c'est un microcosme, un petit monde où tout le monde se connaît, etc. Et donc, par conséquent, l'intégrer, c'est plus facile quand soi-même, on connaît déjà quelqu'un qui est dedans, etc. Mais donc, il y a l'architecte d'un côté, il y a le privé de l'autre. Les discussions, les rapports entre l'architecte et son client, ça se passe comment? Parce que là, maintenant que le RSE, on l'a vu, enfin, c'est une cause d'envergure mondiale, les architectes en parlent beaucoup aussi. Est-ce que ça facilite le dialogue, les coulisses justement des relations entre architectes et entreprises privées qui les ont mandatés? Ça se passe comment? C'est toujours simple? Ou alors parfois il y a des petits couacs, des Non, non-dits? non, il y a toujours des couacs. En fait, le monde de la construction, c'est pas un monde très facile. Donc, au début, ça se passe très bien avec l'architecte lorsqu'on fait de la conception. La conception, généralement, se passe très bien. Et en fait, arrive le temps du chantier où, effectivement, ça peut être très stressant. Alors, c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai aussi pour les maîtres d'ouvrage professionnels. Mais finalement, généralement, les relations se détendent en fin de chantier. On arrive jusqu'à la livraison et nos clients sont souvent très contents, enfin, tout le temps très contents du projet qu'ils ont à la fin. Donc, c'est un peu le timing du projet, ça. Sur le papier, tout roule. Dès qu'on est dans le cœur, dans le vif du sujet, il y a parfois des tensions et à la fin, tout le monde est content. Exactement. À la fin, on boit le champagne ensemble. C'est ça. Est-ce que comme partout, il y a des modes dans l'architecture, Mathias Boutier, est-ce qu'il y a des bonnes choses et des plus mauvaises choses, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes? Comment est-ce que vous appréciez ce métier? Alors, évidemment, il y a des modes. Généralement, les choses à la mode sont les choses qui vieillissent le moins bien. Donc, nous, on s'inscrit un peu dans le contrat, dans l'inverse un peu de la mode. On essaye de faire sortir des bâtiments qui ne vont pas vieillir, qu'on va pouvoir avoir des usages un peu différents dans les 50, 60, 70 années prochaines. Et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, alors c'est pas de la mode, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tombe un peu dessus à tous. C'est encore une fois cet aspect environnemental. Et le béton qui était beaucoup à la mode depuis les années 50, en fait. C'est-à-dire que, surtout en France, on a les trois plus gros bétonneurs de France qui sont bétonniers plutôt, qui sont les grandes majors de la construction. Et ce mouvement-là est un peu en train de changer. On fait moins de béton et on va aller chercher des solutions plus bas carbone, comme du bois, de la terre compactée, du pisé, de la paille. Et ça, je pense que c'est un très bon mouvement. Je pense pas que ce soit de la mode, mais je pense que c'est une obligation par rapport aux enjeux du climat. Et une obligation, vous l'avez dit juste en tout premier, c'est de concevoir des bâtiments modulables qui s'appliquent à différents usages euh, au fil des décennies finalement. Est-ce que, dernière question, il y a un architecte ou plusieurs architectes avec lesquels vous avez travaillé, peut-être un ou deux coups de cœur de projets réalisés et de pas forcément, donc là j'évoquais Jean Nouvel parce qu'effectivement tout le monde le connaît, il y a des tas d'architectes talentueux en devenir qui font de très belles choses. Alors oui, on a de la chance sur nos concours d'attirer de super archis. Sur le dernier concours en date, qui est X-Campus à Saint-Germain-en-Laye, le lauréat est l'agence Baumschlager, qui est une agence allemande. Et en fait, c'est vraiment l'exemple de l'architecture réversible, avec une trame complètement réversible, puisque je pense que on ne construit pas un bâtiment pour 50 ans, mais pour, si on peut, 200 ans. C'est vraiment l'exemple de Matera, quoi. Ça date du néolithique. Si on peut aller encore plus loin, bah, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, ces architectes-là ont su, sur ce concours, vraiment montrer la réversibilité de leur bâtiment pour en faire quelque chose d'exceptionnel.
Et c'est un peu cette dernière question, Mathias Boutier, mais ce que vous dites, pas pour 50 ans, mais pour 200, mais est-ce que, donc on construit des bâtiments pour 200 ans, est-ce que le business va pas un petit peu, du coup, un peu flancher? Parce que si on construit moins, ok, construire mieux, mais ça réduit fortement, enfin, ça rend le business plus qualitatif si on veut, mais ça réduit le nombre de business. Alors non, je pense que surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça réduit, et ce qui ça réduit fondamentalement, c'est l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on va aller moins détruire de l'environnement naturel Hmm. pour en faire des bâtiments. Et je pense qu'au contraire, de la rénovation, c'est quelque chose de bien plus vertueux que la construction. Il y a un vrai marché sur la rénovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, les bâtiments tertiaires en Île-de-France, je crois qu'on parle de plusieurs millions de mètres carrés non utilisés. Donc c'est vraiment délirant. Et on continue à construire des tours à la défense. Hein, donc voilà, donc je pense c'est vraiment des choses qu'on doit prendre en compte pour bah, les générations à venir. Sans compter les millions de mètres carrés de friches qu'il y a un peu partout en France et en Navarre, évidemment, qu'il faut retransformer et réadapter. Donc, à l'époque, merci infiniment, Mathias Boutier, d'avoir répondu à mes questions pour le Doc Décideur du Figaro. Je vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup Quentin, bel été à vous et j'espère pas trop chaud.